et démocratique. Et en fait, c'est pour essayer de montrer qu'il y a un lien entre ces 5 dimensions. D'ailleurs, on peut même aussi rajouter culturel. Je ne l'ai pas mis dans le titre parce que c'est encore plus polémique. La dimension de la relocalisation solidaire, justement, au début, je voulais appeler le livre relocalisation écologique, mais finalement, c'était trop évident. Et donc, solidaire, c'était mieux par rapport à ça pour montrer qu'il y a un double mouvement, parce que relocalisation, très souvent, on peut penser on reste chez soi, on fait du protectionnisme. Par exemple, le France Insoumise appelle ça protectionnisme solidaire, donc vous voyez avec le terme. Donc c'est un terme qui casse ses ambiguïtés. Hein. Et il y a souvent du protectionnisme déguisé derrière le protectionnisme. D'ailleurs, dans le cadre de cette thèse, j'allais montrer que pourquoi les codes de conduite et les commerces équitables étaient arrivés, c'est que justement, au début, dans les années 90, il y avait eu une volonté au niveau du GATT et de l'OMC de créer une clause sociale, mais qui était protectionniste justement, et qui favorisait finalement, qui arrangeait les patrons, les syndicats du Nord et les patrons, mais finalement pas les syndicats du Sud ni les patrons du Sud. Donc il y a vraiment un conflit Nord-Sud. Et du coup, ils ont inventé un autre système, enfin en parallèle. D'abord, il y a des volontés de créer du coup des codes de conduite et du commerce équitable pour essayer de trouver quand même, continuer cette solidarité. Et ensuite, un autre élément dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le système de préférence généralisée qui est une alternative à la clause sociale pour éviter les dérives du protectionnisme déguisé. Dans la relocalisation, en fait, donc là c'est la relocalisation solidaire, mais il y a des relocalisations non solidaires, protectionnistes en l'occurrence. Et en fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a différents courants en fait dans la relocalisation. Et quand on parle de relocalisation, même solidaire, à la limite, ça peut, bon, c'est déjà un peu plus clair. Mais quand on parle de relocalisation, c'est pas clair du tout. Il y a différents courants. Donc là, en fait, ce tableau, il vise à montrer les différents courants de relocalisation. Donc l'axe vertical, l'axe, disons, horizontal, c'est l'axe liberté économique contre égalité économique. En gros, les courants libéraux, le libéralisme économique contre l'égalité économique, les courants socialistes, sociaux, enfin tous les partis sociaux. Donc du coup, on a une relocalisation solidaire d'un côté et une relocalisation libérale de l'autre. Ce sera un petit peu la version Macron. Macron, il parle, pour lui, la relocalisation, c'est augmenter l'indépendance, qu'il appelle l'indépendance économique. L'indépendance économique, ça ne veut pas dire relocaliser dans le pays, ça veut dire éviter d'être dépendant, par exemple, de la Russie en pétrole. Donc diversifier les ressources, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un terme, faire attention, chacun a sa vision des choses. L'autre axe, c'est l'axe gouvernemental, donc que j'appelle ordre gouvernemental et culturel, et donc la hiérarchie. De l'autre, la liberté gouvernementale, plutôt la décentralisation. Donc ça, c'est l'autre axe de la relocalisation, c'est relocaliser pour augmenter la démocratie locale. Une forme d'une fédération ou même de la décentralisation en règle générale. Et quand on va vers le système euro, là c'est l'inverse de la relocalisation, on centralise tout. Donc l'OMC, le niveau mondial, la Banque mondiale, c'est une centralisation plutôt qu'une relocalisation au niveau gouvernemental. Et donc après on a différents types de courants. Donc on va commencer par celui que je défends le plus en priorité parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce serait une relocalisation éco-solidaire qui serait non capitaliste ou éco-socialiste. Alors ça peut prendre différentes formes quand c'est non capitaliste. Ça peut prendre la forme de l'éco-socialisme autogestionnaire, du fédéralisme social, de différents courants, etc. Alors, donc, parce que la relocalisation peut être capitaliste ou non, à nouveau. On peut, mais bon, après, je n'ai pas trop le temps de discuter maintenant ici. Qu'est-ce que serait un éco-socialisme autogestionnaire? On remarque qu'il y en a quand même parmi vous qui ont vécu dans les années 70. Donc c'est la CFDT justement qui proposait ça à l'époque, même si c'est plus des revendications actuelles, en tout cas ça faisait partie de la revendication, c'est assez proche de ce système-là. Ou André Gorz par exemple aussi. Pour montrer quand même un courant très différent, ce serait une relocalisation confédéraliste libérale, type Hayek, qui serait un fédéralisme libéral. Relocalisation, ça a un intérêt écologique parce qu'on dépense moins de carbone, mais ceci dit, ça ne suffit pas vraiment parce qu'en fait la dimension écologique, ça représente autour de 10 ou 15% des questions environnementales par rapport sur l'ensemble de l'impact carbone. Donc la relocalisation écologique, c'est important, mais si on veut faire des économies au niveau du carbone, et ben c'est pas uniquement avec le transport que ça va pas suffire. Parce qu'avec entre 15 et 20%, ça suffira pas. Donc il faut, c'est les consommations en règle générale, et c'est aussi le chauffage qui va avoir aussi un impact. C'est pas que, par exemple, l'avion, ça représente l'ensemble de l'avion. Souvent on parle de l'avion pour rapport à ça, mais ça représente 8% des
des émissions de CO2 au niveau mondial de l'avion. Vous voyez, c'est pas, même si c'est très symbolique, c'est les plus riches qui font ça, hein, mais malgré tout, ça reste quand même, c'est pas ça qui va changer le monde. Si on arrête de prendre l'avion, c'est pas ça qui va changer le monde. Enfin, en termes d'écologie, en tout cas. Alors, pour ce qui concerne les questions de relocalisation économique, en 2017, les importations de la France, en fait, ça représentait 24% des importations. Donc ça veut dire que quand même 75% de la production se faisait en France, hein, malgré tout. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la cause principale du chômage en France et des changements, c'est pas vraiment les délocalisations, parce qu'en fait, avec l'Asie, ça représente une minorité, je sais pas, entre 5 et 15%. Le 3 quarts de la production sont réalisés dans le pays. Idem pour les Royaumes-Unis. Donc ça veut dire que si on relocalise la production, ça va être que sur ces 24% en réalité. Mais finalement, la majorité du chômage en France, en tout cas des problèmes de chômage en France, c'est surtout la productivité des machines qui ont remplacé les humains. La productivité a énormément augmenté depuis 30, 40, 50 ans. Et c'est surtout ça, en fait, le vrai problème, plus encore que la délocalisation en termes purement économiques. Il y a deux possibilités. Première possibilité, on relocalise tout à 100%. Voilà. Donc ça, du coup, il n'y a plus de social, donc plus de solidarité, plus de commerce équitable, plus de commerce éthique, puisque tout est chez nous. Alors après, il peut y avoir du commerce éthique chez nous, enfin en France ou dans le Nord. Ça peut être un commerce Nord-Nord, ou ça peut être aussi un commerce équitable Sud-Sud. Hein. C'est plus, en tout cas, la dimension Nord-Sud. Elle est plus si on fait des relocalisations économiques à 100%. Il y a tout se fait en autonomie. Il y a quand même des produits qu'on peut pas produire chez nous. Alors est-ce qu'on en a vraiment besoin? Mais bon, par exemple, je prends l'exemple du café. Hein, le café, c'est difficile de le produire chez nous. Donc, pour des raisons, alors si on décide que c'est essentiel, c'est toujours la question, qu'est-ce qui est essentiel? Mais si on décide que ce qui est essentiel, on va par exemple garder du café. On peut le faire par exemple pour deux raisons. Un, parce qu'on ne le produit pas en France. Et la deuxième raison, ça peut être aussi parce que ça permet aussi de continuer cette solidarité économique. Parce que le commerce, c'est aussi, le commerce équitable, c'est ça le principe, c'est un commerce équitable. Hein, solidaire. Voilà. D'autres. En tout cas, moi, la vision que je défendrais, ce serait un peu un système comme ça. On relocalise 90% et on garde 10% pour le commerce équitable, par exemple. On peut choisir d'autres variantes. Voilà. Évidemment, mine de rien, vous voyez, si on garde 10%, ça veut dire qu'on passe de 25 à 10, c'est même pas très révolutionnaire. On pourrait même aller jusqu'à 5. Parce que ça reste finalement, on fait que 25% à l'étranger. Pour le social, l'idée c'était, par exemple, donc on remet donc, tout ce qui est des normes sociales localement. On les décide localement, parce qu'il y a la question de la pratique, mais surtout des décisions. Et puis, mais on garde 20% des normes décidées au niveau mondial. Bah, par exemple, si on prend l'exemple du collectif Celtic sur l'étiquette, c'est les normes fondamentales du travail, qui est les pays du Sud, par pays ou par entreprise. Ça ne peut pas se décider chacun dans son coin, parce que ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit décidé au niveau mondial, et qu'on regarde si c'est cohérent. Exemple des Indiens d'Amérique, eux, s'ils veulent retrouver une autonomie, elle doit passer aussi par la culture. Donc il faut retrouver son identité culturelle, pas celle du capitalisme blanc, protestant, voilà. Donc il faut retrouver sa culture. Donc, on pourra mettre plus, mais comme c'est délicat, j'ai passé les 40%. Mais bon, chacun met les pourcentages qu'il a envie, hein, ça, c'est chaque modèle, chacun fait sa relocalisation personnelle. Et puis dernier point, il faut relocaliser le plus possible au niveau des décisions, hein, les décisions. Mais après, ça pose aussi des problèmes. Dernier élément concret que je voulais vous expliquer, c'était par rapport à l'élément clé qui permet une relocalisation solidaire la plus efficace, qui est plus importante encore que le commerce éthique ou le commerce équitable, parce que ça reste aujourd'hui quand même des petits volumes, donc c'est utile, très utile, mais ça sert surtout à la prise de conscience. Au niveau mondial, même je crois que c'est plutôt 0,002% ou le commerce équitable au niveau mondial. C'est pas pour autant que c'est inutile, parce qu'en fait ça contribue à la prise de conscience des choses. Puis ça, le but c'est que ça augmente. Mais s'il n'y avait pas ça, bah, justement cette dimension solidaire serait beaucoup moins présente. Mais en termes de volume, ça reste encore très minoritaire. Mais l'autre instrument, c'était ce que je vous ai dit, le système de préférence généralisée. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait à l'époque au niveau du GATT et de l'OMC, ils avaient inventé la clause sociale. En fait c'est une taxe qu'on met contre tous les pays, par exemple comme la Chine ou l'Inde, qui ne respectent pas les normes sociales, ou avant c'était social, maintenant on pourrait dire aussi écologique. L'inconvénient, c'est que finalement ça ferme les marchés à tous ces pays-là qui sont déjà plutôt plus pauvres que nous pour la majorité. En tout cas. Et donc c'est ce qu'on appelle un protectionnisme déguisé. Alors du coup, il y a un autre système qui existe déjà, qui est le système de préférence généralisée, qui existe au niveau de l'Union européenne, ou qui a existé entre le Vietnam et les États-Unis,
qui s'appelle justement le système de préférence généralisée, qui est un peu différent et qui vise au contraire à aider les pays les plus fragiles. Hein. Mais aujourd'hui, il ne marche pas ce système-là parce qu'il est très peu incitatif. Donc il pourrait augmenter l'incitation. Concrètement, comment ça fonctionne? Donc c'est l'inverse du système de tout à l'heure, mais c'est l'inverse, ça veut dire qu'on va taxer tous les pays du monde pour justement limiter les importations, mais les taxes douanières à l'entrée. Par contre, quand un pays alors du coup le système s'applique uniquement aux pays du Sud. Quand un pays du Sud est vertueux, ça veut dire qu'en gros il respecte les normes sociales ou environnementales, et bien à ce moment-là on lui descend ses taxes. Et donc à ce moment-là, bon, il a donc intérêt à être vertueux au niveau social et environnemental parce qu'on va descendre ses taxes. Et si jamais il ne le fait pas, et à ce moment-là, ben, il est traité comme les autres. Il n'est pas discriminé par rapport aux autres. Vous voyez? Alors que avec le social, c'était l'inverse. C'était du fait que c'était plus facile pour les pays du Nord d'avoir des normes sociales élevées, puisqu'il y a de l'argent, etc. Ce système-là, c'est un système qui vise à ne pas pénaliser les pays en développement. C'est ça l'idée. Donc il est vraiment solidaire. Mais comme c'est trop solidaire, bah, évidemment, il n'est pas mis en œuvre. Donc il y a une micro-incitation, je sais pas, qui fait que en fait, ça n'intéresse pas, les pays n'ont pas envie de faire l'effort d'appliquer les normes sociales par rapport à ce qu'ils vont gagner en termes de taxes douanières. La taxe n'est pas assez... Enfin, ce qu'ils gagnent n'est pas assez élevé. En fait, pour comprendre un peu le système, c'est que quand on veut relocaliser la démocratie, le système le plus décentralisé et le plus démocratique, on pourrait dire, c'est le fédéralisme. En France, on n'est pas dans un système fédéraliste, on est dans un système étatique. Prenons l'exemple des Suisses, des Allemands ou même des Américains. Ils ont une fédération. Donc là, en France, on est une démocratie solidaire d'État. Okay, donc ça veut dire une démocratie d'État plus une politique sociale. Okay, on a cumulé les deux. Si on décide, quand c'est Sarkozy qui est au pouvoir, c'est toujours un État, on est toujours en France, mais c'est libéral, économiquement libéral. Donc là, c'est la question économique, là, c'est la question gouvernementale. Le système complètement opposé à celui-là, c'est un confédéralisme libéral. Ça veut dire concrètement, c'est une confédération, mais avec un État libéral. Donc c'est avec une politique libérale. Et puis le dernier système, c'est celui-là, le confédéralisme social. Alors la différence entre une démocratie, donc c'est par exemple le système que proposait Proudhon, c'est lui qui a inventé la question du confédéralisme. Si on prend l'exemple du SMIC, si vous décidez du SMIC, hein, vous décidez on veut relocaliser, alors on décidera nous-mêmes de notre SMIC, ou de nos normes sociales, hein, par rapport au commerce, etc. C'est nous qui décidons, puisque maintenant c'est plus l'OMC qui décide, c'est plus l'État qui décide, ça peut être chaque région, parce que c'est dans un système fédéral, ça peut être une des régions, hein, ou même des villes, qui décident. Et du coup, s'il y aurait un SMIC différent, dans un système de confédéralisme social, il y aurait plus de décision, de liberté de décision, décentralisation, mais chaque SMIC pourrait varier en fonction de chaque ville. Et c'est un peu ce qui se fait un peu en Suisse, même s'il n'y a pas de norme de salaire minimum, ce qui se fait en Allemagne, etc., ou même aux États-Unis. Donc chaque État fédéral, ils ont leur niveau de normes sociales, de leur salaire minimum. Donc ça, c'est l'inconvénient. Vous voyez, on a plus de liberté de décision, mais plus d'inégalité sociale. Donc d'où l'intérêt de la France, d'avoir moins de liberté de décision. On a tous le même SMIC partout en France, mais par contre, on ne décide pas. C'est l'État qui décide du SMIC. Voilà. Et donc le système le plus extrême, c'est celui-là. C'est le système de Hayek, le néolibéral Hayek, théoricien du néolibéralisme, qui propose lui un confédéralisme libéral. Donc ça veut dire quoi concrètement? C'est on décentralise toutes les décisions, par exemple le centre du SMIC, mais en plus comme il est libéral, au niveau économique, il n'y aura pas de SMIC, de toute façon ça ne les intéresse pas, les libéraux préfèrent que justement il y ait la liberté du SMIC. Donc il y aura des très grandes différences entre les villes, il n'y aura même pas de salaire minimum, c'est encore plus simple de toute façon. Pas de commerce équitable, pas de tout ça, c'est des obstacles au commerce. Simplement juste, c'était pour terminer là-dessus, pour que vous compreniez en fait que en fonction de ce qu'on utilise, voilà, la relocalisation, elle peut être solidaire, mais selon le système, on va dire centralisé, décentralisé, ça va aussi changer le type de normes. La limite principale de ces différents outils, qu'on appelle du commerce éthique ou du commerce équitable, c'est le manque de sanctions. C'est ça, donc là, le pas suivant, et la seule sanction aujourd'hui, c'est une incitation liée à la réputation. Et la différence fondamentale finalement entre le commerce éthique, qui est travaillé sur la question par exemple de collectif éthique sur l'étiquette, et le commerce équitable, c'est que le commerce éthique travaille principalement sur des normes sociales, alors que le commerce équitable travaille principalement, même s'ils font les deux, hein, mais sur la question du prix. Hein. Et donc,
au minimum le commerce équitable, même s'il n'arrive pas beaucoup à faire imposer les normes, parce qu'il n'y a pas de sanction, il arrive au moins à imposer un peu le prix, pas forcément le prix pour le salarié à la fin. Mais le problème plus général du commerce équitable et du commerce éthique, c'est plutôt une bonne chose par rapport à plutôt que rien faire, hein, on avance, mais ça peut se retourner contre nous, pour produire une privatisation de la régulation des normes. C'est-à-dire qu'avant c'était l'État qui s'organise, qui faisait les sanctions, les contrôles, et ensuite qui posait les sanctions. Aujourd'hui en France c'est comme ça, c'est essentiellement l'État qui fait ça. Ça peut créer à l'inverse uniquement des organismes d'audit privés qui à la fois créent les lois, les contrôles, c'est plus des lois, du coup c'est des normes privées, hein, du droit mousse qu'on appelle des normes privées, qui créent son propre système de contrôle, et puis ensuite pas de sanctions, puisque ça les arrange. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une privatisation du coup du système, donc c'est la dérive possible. Ce qui est positif, c'est que, par exemple, tous les collectifs, comme le collectif éthique sur l'étiquette, comme les travails des syndicats, c'est que justement, plutôt que de rien faire, au moins ils sont présents et ils sont actifs. Mais ça peut se retourner contre les travailleurs et les travailleurs et les syndicats. Un élément central de cette différence, c'est qu'un auditeur qui fait l'audit, par exemple dans le bio, c'est pareil. Il est payé par qui? Il est payé par l'entreprise qui contrôle. Donc, si c'est Nike qui se fait contrôler par un auditeur privé, c'est Nike qui paye l'auditeur. Donc, si l'auditeur il met une mauvaise sanction l'année suivante, il perd son marché. D'où l'intérêt d'être très laxiste. Alors que l'État, vu qu'il n'est pas payé par l'auditeur, il est beaucoup plus, en théorie en tout cas, beaucoup plus strict. Sauf quand il est corrompu ou que les salariés sont tellement mal payés, enfin les fonctionnaires sont tellement mal payés qu'ils sont facilement corrompus, comme dans certains pays du Sud. Pour moi, il y a un peu trois niveaux d'action, ou du coup de sensibilisation. La première, c'est effectivement, il faut développer le commerce éthique et équitable parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a un manque d'éthique et d'équitable, mais ça reste malgré tout, là on est pour le coup dans la sensibilisation, c'est des micro-actions. Si on pouvait, mais c'est pareil, c'est des si, au niveau de monter d'un cran, ça serait mettre en œuvre ce dont je vous parlais, c'est une vraie taxe qui serait une sanction, donc ou une incitation forte par rapport à un système de préférence généralisé. Donc là, on monterait d'un cran, mais bon, il y a encore plus de chemin à faire qu'il y a encore du chemin à faire. Et puis sinon, pour moi, l'élément ultime, pour vraiment changer le système, c'est finalement développer vraiment cette relocalisation économique dont je parlais tout à l'heure, pour éviter en fait, parce que tous ces systèmes de dette, ce système néolibéral au niveau mondial, permet quoi? Permet par exemple à de multinationales comme, vous vous souvenez, les fameuses ailes de poulet des entreprises d'eau qui sont subventionnées, d'exporter les surplus dans les pays du Sud et de casser l'économie locale des paysans. Et du coup, il n'y a plus de capacité après à se nourrir. Alors après, ça désorganise toute l'économie, ça fait que les paysans en ont en ville, etc. Donc la première chose, à mon avis, si on veut vraiment les aider, c'est de ne pas les aider au sens économique. Les fameuses aides publiques au développement, en réalité, souvent, elles sont surtout pour nos pays entreprises à nous. Et donc la première chose, c'est d'éviter d'ouvrir les frontières de ces pays-là pour qu'on puisse déverser notre marchandise en grosse quantité. Donc c'est à l'inverse de l'OMC, le libéralisme mondial, c'est au contraire qu'il y ait une fermeture des frontières, mais de chaque pays, pas juste en fait ce qui s'est passé par exemple pour le textile. Nous, on fermait nos frontières, on ouvrait les leurs. Ça a duré un certain temps, donc c'est fermer toutes les frontières. Et après, quand on fera ça, après on peut vraiment aider, mais avec une vraie aide, pas de la pseudo-aide, comme ça se fait souvent, c'est un peu ça l'idée. Moi je vais vous parler de ma position qui est militante CFDT, une ancienne responsable CFDT, et ma fédération qui s'appelle la Fédération des services. C'est une fédération qui regroupe énormément de secteurs d'activité, donc tout le commerce et l'habillement en cuir textile. Et pourquoi l'habillement en cuir textile, qui est en fait issu de l'industrie, a rejoint la Fédération des services et du commerce? C'est parce qu'en fait, dans les années 90, ce secteur a perdu les 3/4 de son activité, justement parce qu'il y a eu énormément de délocalisation vers des pays à bas coût. Enfin, c'est à peu près, en 90, il y avait à peu près 180 000 salariés, et en 2017, les derniers chiffres que j'ai trouvés, il y en avait à peine 60 000. Fermeture sur fermeture d'usines textiles de confection, mais aussi tous ceux qui travaillaient pour la sous-traitance automobile. En fait, ils faisaient, je me souviens notamment de la bataille qu'on a menée contre la fermeture de Forestia, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui faisait des sièges auto pour l'automobile.
Du coup, il restait à peu près que la recherche et développement sur le territoire français. Et quelques niches de DIM, par exemple, l'entreprise DIM qui a réussi, ceux qui fabriquent des collants, qui ne sont d'ailleurs plus du tout une entreprise française, a réussi à survivre. De la chaussure, du jouet, de la micro-informatique, elles sont devenues, en fait, ce que je vous disais, des firmes de recherche, de design et de marketing, dont la production a été délocalisée dans ce qu'on appelle les pays ateliers, l'Asie du Sud-Est, le Maghreb ou l'Europe de l'Est. Et en fait, on voit que la délocalisation, en fait, a fait un tour du monde, en fait. Au fur et à mesure que les salaires et les conditions de travail des salariés des pays à bas coût augmentaient, et voilà, passaient aux pays d'à côté. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de relocalisation maintenant. Et puis on a vu l'apparition de la sous-traitance en cascade, et du coup on a vu des entreprises, des grandes entreprises, des multinationales qui en fait ne connaissent même plus leur chaîne de valeur, et ils connaissent pas le sous-traitant en 4e rang, 5e rang, 6e rang, etc. Donc ça c'est un peu les évolutions qu'on a connues. Alors, les conséquences qu'on a vues à cette délocalisation, évidemment on a perdu énormément d'emplois, mais on a perdu beaucoup de compétences, et notamment enfin, dans le textile, et c'est un problème maintenant pour les entreprises qui relocalisent. On a évidemment perdu en représentation syndicale, évidemment, des entreprises disparaissant les unes après les autres. Les outils de régulation mondiale ont mis aussi du temps à émerger. Il a fallu du temps pour construire des comités de groupes mondiaux, des comités centraux européens, etc. Et puis on a vu aussi le développement de la grande distribution et des grandes enseignes de l'habillement, notamment le développement des hyper, où dans les hyper, en fait, on vendait de la confection, mais pas que de la confection, du textile en général, à bas coût. Un autre phénomène aussi, c'est qu'on a vu en fait filière fabrication, distribution, logistique et commercialisation. On a vu le développement d'entrepôts, puisque les produits qui étaient faits dans des pays à bas coût, ils arrivaient en masse et il fallait qu'ils soient stockés pour assurer la diffusion des produits dans les magasins. Alors ça, c'est les conséquences en France, mais les conséquences dans les pays où s'exerce la sous-traitance, elle est aussi, enfin, vous connaissez déjà, mais il y a le travail des enfants, la surexploitation des femmes, puisque il y a à peu près 60 millions de travailleurs, de travailleuses au sein de l'industrie textile dans le monde, avec des amplitudes horaires qui atteignent 12 heures et même qui dépassent les 12 heures. Un droit du travail qui n'est absolument pas respecté. C'est le Pakistan, mais il y a bien d'autres endroits, parce que dans le Pakistan, les ouvrières du textile, elles travaillent à domicile, et en fait, elles échappent même au droit du travail. Pour aborder la question de l'environnement, toutes ces usines qui sont délocalisées, elles utilisent des produits chimiques qui ne sont pas autorisés en France, mais dans leur pays, il n'y a pas de réglementation. Donc les teintures, décoloration des jeans par exemple, et tout ce qui est traitement de vêtements, puisque maintenant il faut porter des jeans troués, donc il faut aussi utiliser beaucoup d'eau et beaucoup pour pouvoir avoir des jeans troués. Au bout d'un moment, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire la catastrophe du Rana Plaza, dont tout le monde a entendu parler, en 2013. Et là, il y a eu effectivement des réactions mondiales, les opinions publiques se sont mobilisées, les organisations syndicales se sont mobilisées, aux côtés d'associations. On a, nous, à la fédération, on a participé d'ailleurs avec le collectif éthique sur étiquette. On a fait vraiment un gros travail de mobilisation. On a fait un sitting devant le siège social, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est en fait les premières étiquettes qui ont été trouvées, c'était camailleux.
Voilà, mais en fait, il n'y avait pas que Camaïeu, c'est eux qui ont payé au départ, mais il y avait énormément de marques. Il y avait Primark, il y avait Corte Inglés en Espagne, il y avait Benetton, enfin, il y avait un grand nombre de marques françaises. Alors oui, du coup, il y avait effectivement Auchan. Il a fallu, et je m'en souviens très bien, il a fallu quand même appuyer très fort pour que Auchan participe à verser des fonds pour les salariés là-bas. Et en fait, la CFDT a alerté les autres organisations syndicales européennes et le comité central européen a amené la direction à abonder le fonds qui avait été mis en place. Bien sûr, ça nous a paru insuffisant, mais en tout cas, la pression syndicale, la pression des associations, des ONG d'ailleurs, a permis aussi après de déboucher sur un accord mondial entre le groupe Auchan et une fédération internationale, peu importe le nom, mais elle s'appelle Uni Global. Et puis on a poursuivi les interventions conjointes avec les fédérations internationales envers Prada, envers Sodexo qui est une entreprise de restauration collective, Ikea, Carrefour, enfin on pourrait en citer beaucoup. Cette catastrophe du Rana Plaza a quand même permis une prise de conscience des opinions publiques, une prise de conscience que les droits humains étaient bafoués. Et ça a permis quand même qu'il y ait le développement d'une action syndicale. Alors moi je parle de la CFDT, mais en fait il n'y a pas que la CFDT. Hein. Le marché mondial et de la relation client-fournisseur dépasse notre pays, hein, dépasse même l'Europe. Et l'accord, il aborde le respect de la liberté syndicale, la gouvernance partagée entre les travailleurs et les enseignes, un haut niveau de transparence, la formation des comités de sécurité et un mécanisme de plainte crédible et indépendant. Donc on voit bien que c'est le Rana Plaza qui a déclenché en fait la mise en place d'un certain nombre de règles internationales. La CFDT, qui se battait depuis longtemps, qui faisait une analyse sur l'état de l'économie mondiale, et qui dénonçait les spéculations financières, le creusement des inégalités, la faible prise en compte du facteur humain, la dégradation de l'environnement, la mauvaise gestion des ressources. À la CFDT, on plaide pour un nouveau modèle de croissance, une plus grande prise en compte des besoins non satisfaits, une meilleure répartition des richesses produites et la mise en place de régulations de niveau international qui descend jusque dans l'entreprise. Ce sont les conditions indispensables à un développement durable, alliant performance économique, ambition sociale et respect de l'environnement. La CFDT a toujours refusé le protectionnisme. Parce qu'en fait, ça vise à protéger le marché et les emplois, ça viserait à protéger le marché et les emplois français au détriment des importations provenant des pays en voie de développement. Et la thématique du jour, elle est bien sur la solidarité. Et donc la CFDT a participé activement à la mise en place de règles nationales et internationales, et notamment sur ce qu'on appelait la responsabilité sociale des entreprises, mais que maintenant on appelle plutôt la responsabilité sociale des organisations, puisqu'on inclut à la fois les entreprises privées, mais aussi le secteur public, qui doit aussi être exemplaire sur ce sujet. Par exemple, il y avait une entreprise textile à Brest qui faisait de la confection pour l'armée, et l'État a décidé de délocaliser la confection de tous ces uniformes. Ce qui fait que l'entreprise a fermé, et vous avez dû en entendre parler parce que c'est une entreprise en Bretagne, en Brest, et qui voulait réouvrir pour faire des masques. Je sais pas si, voilà. Ça s'appelle maître tailleur. L'État a bien une responsabilité également. Zara, qui est accusé d'avoir fait travailler les Ouïghours. Voilà, hein. Oui, Zara, c'est sûr. Voilà. Donc du coup,
le dénoncer dans l'opinion publique, ben, ça permet une prise de conscience des consommateurs et peut-être effectivement pouvoir les faire évoluer. Les textes, ils proviennent de multitude d'organisations. Alors, il y a l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'ONU, l'OCDE, l'Union européenne, voilà. Les chartes mondiales, les accords transnationaux. Voilà. Donc, effectivement, même si ces documents ne comportent jamais d'éléments contradictoires, et chacun s'applique dans un contexte différent, mais c'est quand même assez difficile de s'y retrouver. En plus, les textes de l'OIT et de l'ONU sont signés par les États et pas directement par les organisations. Donc ce sont en fait des principes, mais qui se traduisent difficilement en avancées concrètes. Pour y remédier, il faudrait y avoir une approche commune des définitions des constituants de la RSO, des critères d'évaluation et de la publication de leurs résultats. Ça serait un minimum. Enfin, je tire ça d'un rapport qui a été fait au Conseil économique et social et environnemental, où j'ai siégé 5 ans, et où un camarade de la CDT avait fait un rapport sur la RSO que je vous conseille de lire parce qu'il est excellent et très instructif. La France a fait un pas supplémentaire dans la responsabilité des entreprises avec le devoir de vigilance en 2017. Des exemples de plans de vigilance qui existent dans le commerce, qui ne sont sûrement pas exhaustifs, mais qui habillent Zara, Auchan, Casino, Carrefour. Carrefour, c'est toujours le meilleur élève surtout. Monoprix, Cora et les Galeries Lafayette. J'insisterai plutôt sur l'évaluation des plans de vigilance vus de notre point de vue. Les organisations syndicales, et nous en particulier, on considère qu'on est peu associé au processus d'élaboration des plans de vigilance. Nous, on demande, alors, plutôt sur le territoire français ou européen, que soient associés les filiales, les fournisseurs et les sous-traitants à la conception de la politique de vigilance. Et la CDT revendique aussi l'application du devoir de vigilance pour les réseaux de franchise et de location-gérance et pour les travailleurs indépendants de plateforme. Et on a fait d'ailleurs un contentieux avec Carrefour sur ce sujet, mais du coup qui est plutôt franco-français. Mais c'est quand même un problème puisque en fait Carrefour est en train de passer tous ses magasins en franchise, qui pose des problèmes de représentation des salariés. Beaucoup de problèmes. Il y a un certain nombre de plans qui sont en construction, mais qui sont en fait peu concrets, et certains qui ne sont pas franchement conformes à la loi. Alors, sur le contenu, en fait, il y a surtout des engagements éthiques sous forme de charte. Ce qui est les aspects les moins développés, c'est la cartographie des risques, et la cartographie des risques, c'est effectivement d'identifier tous les sous-traitants jusqu'au dernier rang. Alors c'est vrai que c'est un énorme travail, mais c'est effectivement peu fait. Par exemple, H&M, qui est quand même une entreprise multinationale, il y a une charte éthique, il n'y a pas de plan de vigilance. J'ai eu la déléguée syndicale qui siège au comité européen. Par contre, ils ont une charte qui marche plutôt bien. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de discussion avec les représentants du personnel. Il y a une information de temps en temps de nouveaux process qu'ils mettent en place. Et ils ont là changé les procédés de coloration pour les rendre moins polluants. Alors, ils font la formation des managers à un certain niveau, d'ailleurs pas au niveau qu'il faudrait. Et puis ils se sont séparés de 65 sous-traitants qui ne respectaient pas la scolarisation des enfants et le respect des droits humains. D'autre part, les branches professionnelles, dans les négociations, les branches professionnelles ne se saisissent pas de ce sujet-là, ce qui est quand même un problème. Répéter qu'on a besoin de syndicalisme mondial, parce que sinon on ne peut pas avancer sur ces sujets-là. Les modes de production ont complètement changé, ils ont été beaucoup automatisés. C'est l'emploi de nouveaux matériaux, c'est de petites unités de fabrication, c'est des achats éco-responsables,
c'est aussi l'exigence des consommateurs qu'il faut prendre en compte, c'est la filière entière, parce que la France se remet à produire du lin, du chanvre, à utiliser la laine, c'est ce qu'on a aussi entendu, que les coûts cachés de la délocalisation, comme le coût de transport, et les contrefaçons, coûtent de toute façon de plus en plus cher, que le coût de la main-d'œuvre, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme en fait, quand même, heureusement, les salariés de d'autres des entreprises, des salariés des pays en voie de développement voient leur salaire légèrement augmenter. Du coup, ça n'a plus d'intérêt économique. Quelques enjeux à relever pour une meilleure solidarité internationale. On a obtenu en fait la directive européenne sur le salaire minimum. Donc ça, vraiment, il faut le développer et le mettre en place. C'est plutôt l'affaire de la Confédération européenne des syndicats. Qu'il faut intégrer les normes sociales et environnementales dans les accords de commerce international, on en a parlé. Qu'il faut faire évoluer la gouvernance des entreprises, on pourra y revenir. Et puis, il faut développer l'information et l'implication des consommateurs. Bonsoir à tous. Oui, je vais commencer par la fin, si je puis dire. La loi de vigilance a eu 3 parents, 2 hommes et une femme. La femme, c'est moi. Donc, je suis la maman de la loi sur le devoir de vigilance. Guy Potier, qui est toujours aujourd'hui député de Nancy, de la région de Nancy. Et puis Philippe Noguès, qui était député de la région bretonne. Je voudrais commencer par le thème qui a été développé, j'allais dire au niveau prospectif, par notre premier intervenant, Thierry, qui a été illustré largement et brillamment par notre représentant de la CFDT. Et nous, collectif éthique sur l'étiquette, donc spécialisé sur la question textile, et qui a la chance de regrouper en son sein et des ONG et des syndicats. Donc tout le monde a travaillé ensemble, pour essayer de poser des questions et d'ouvrir les yeux sur ces sujets. Et du coup, cette délocalisation-relocalisation, on la traite dans cette tension perpétuelle, et c'en est vraiment une, et c'est difficile, sur, comme il a été rappelé, et moi je suis assez vieille pour avoir bien travaillé avec André Gortz sur agir, pensée globale, agir local, ça me rappelle plein de choses de ma jeunesse, et qui aujourd'hui est d'autant plus difficile que ceux qui travaillent au Sud, à la fois ont besoin de vivre, tout simplement, et en même temps nous disent, oui mais nous enlevez pas tous nos emplois. Donc on est dans ce tiraillement-là, si je puis dire. Le protectionnisme solidaire, c'est du baratin. On ne peut pas être protectionniste et solidaire. Donc ça, désolé. Nous avons eu cet exemple de la relocalisation des jeans. Oui, sauf que le coton, il vient d'où? Il vient d'où? Probablement du Xinjiang. Donc il produit 25% du coton utilisé dans le monde. Et le Xinjiang, c'est le pays des Ouïghours. Donc le coton, il risque de devenir du travail forcé des Ouïghours. Vous voyez que ça n'est jamais simple. Il faut se préoccuper depuis la production jusqu'à la distribution. À chaque étape, il y a des choses qui ne vont pas. Hein, voilà, il faut dire les choses simplement. À chaque étape, il y a des questions à poser. Quand on veut produire localement, à l'heure actuelle, on a bien vu, ça a été très bien démontré, que quand toute une série de savoir-faire et d'emplois sont partis, ont disparu, on ne va pas refaire ça comme ça. Alors, les exemples ont été donnés nombreux. Moi, je vous en donne un autre parce que c'est du travail qui a été fait avec un autre collectif, Éthique sur l'étiquette, pas celui de Montpellier, celui de Lille. Et ils ont travaillé donc beaucoup avec, du côté de Roubaix, un certain nombre d'entreprises qui sont groupées, qui appellent ça la Textile Valley, hein, vous voyez bien un petit peu la référence, et qui estiment qu'ils peuvent créer, ils sont en train de créer 15 entreprises. Alors éthique jusqu'au bout, c'est-à-dire beaucoup de recyclage, beaucoup de production locale, la laine qui revient, qui est de la laine qui est, effectivement vient des moutons qui sont en France, etc. Mais quand tout leur projet sera fini, pour Roubaix, qui est une ville en grande difficulté, ça fera 4000 emplois. C'est formidable, c'est beaucoup.
sur la production textile française, ça ne sera pas tout à fait 1%. Donc c'est une logique, j'allais dire, de niche. De même que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une logique de niche quelque part. On nous a dit souvent à propos du commerce équitable que pour le moment ce sont des niches, c'est pas global. Alors comment on peut développer cela tout en disant on n'oublie pas qu'il y a les pays producteurs de main-d'œuvre, si je puis dire, qui vivent dans des conditions difficiles et que ceux-là, et puis je reviendrai comme ça au Rana Plaza, ceux-là, ils veulent continuer à vivre mieux que ce qu'ils vivent à l'heure actuelle. Nous, on défend, avec beaucoup d'ONG au niveau européen ou au niveau international, avec les syndicats, ce qu'on appelle le salaire vital. Parce que le salaire vital, c'est pour chaque pays, il faut qu'il y ait un salaire vital. Donc ça ne sera pas uniforme, ça ne sera pas le même. Il est sûr qu'au Bangladesh, le salaire vital, il ne sera pas au même niveau qu'en France. Je vais vous donner aussi cet exemple, puisqu'il a été cité à plusieurs reprises à partir du Rana Plaza. La première fois que moi, donc, quand on préparait la loi, j'ai rencontré les responsables d'Auchan. Peu de temps après la catastrophe du Rana Plaza, quand on a pu commencer à se dire qu'on pouvait proposer cette loi. Oui, bien sûr, Bangladesh, c'était terrible ce qui s'était passé, et d'ailleurs ils n'ont toujours pas, contrairement à ce que nous pensons, ils sont loin d'avoir remboursé toutes les victimes, ils en sont très loin. La main sur le cœur, ils disent qu'ils l'ont fait, ils en sont très loin. Mais par ailleurs, ils ont dit ah non, mais Bangladesh, en plus, ne vous inquiétez pas, parce que maintenant on va se retourner du côté d'Éthiopie, parce qu'ils sont beaucoup moins chers. C'est vrai qu'une travailleuse du textile en Éthiopie, j'y suis allée, elle touche l'équivalent de 20 € par mois. Et l'équivalent de 20 € par mois, même en Éthiopie, ça ne permet pas de se nourrir et de nourrir sa famille. Donc un salaire vital en Éthiopie, c'est demander ce qu'il y ait le minimum pour qu'une travailleuse, puisqu'en général ce sont des femmes dans le textile à 90%, qu'une travailleuse puisse nourrir, se nourrir et nourrir correctement sa famille et vivre décemment. C'est cela qui recouvre le salaire vital. Donc les syndicats sont créés au Bangladesh après la catastrophe du Rana Plaza. Et l'État, et c'est pour ça qu'il faut que les États interviennent sur les donneurs d'ordre, mais ce sont eux la première clé. Hein, c'est eux qu'il faut contraindre. Donc c'est pour ça qu'il faut du droit dur. C'est pour ça qu'il faut des lois. C'est l'État du Bangladesh essaie de reprendre d'une main ce qu'il avait donné de l'autre, c'est-à-dire qu'ils remettent en cause une bonne partie des acquis syndicaux des travailleuses du Bangladesh après la catastrophe du Rana Plaza. C'est pour ça aussi que, par exemple, nous avons fait des campagnes, on les fait toujours, hein, sur un scandale actuel, une campagne qui est européenne, c'est pour ça que le titre est français, est anglais, pardon, c'est Pay Your Worker. C'est-à-dire que des grandes entreprises, on les a citées, Auchan, on les a citées, Carrefour, mais Uniqlo, mais Sandro, mais Nike dans un autre domaine, Zara, etc., et toutes les marques de luxe, avaient fait des commandes au début de la pandémie. Ces commandes ont été réalisées au Bangladesh ou ailleurs, et ils ont refusé de payer les travailleurs au motif qu'avec la pandémie, ça n'avait pas pu être distribué normalement. Donc, vous voyez bien quel travail de solidarité il faut faire tout le temps et à tous les étages, et à tous les moments. De même qu'il est bon de rappeler aux gens régulièrement, fait souvent au moment des soldes, que sur le t-shirt qu'ils vont acheter 10 €, le travailleur sera payé moins d'1 €. Je crois que ce sont des choses qu'il faut rappeler, parce que ça recrée de la solidarité, et ça permet de dire, oui, quand on consomme local, qu'est-ce qu'on consomme local? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour... On ne peut être efficace sur la relocalisation que si en même temps on dit oui, mais on permet aux travailleurs des pays du Sud de vivre enfin normalement, aux enfants de ne pas travailler, etc., etc. Tout cela, malheureusement, est parti d'un drame, et c'est pour ça qu'il y a du droit qui s'est mis à l'heure actuelle, qui a été rappelé, qui est le drame du Rana Plaza. Pratiquement 1200 femmes sont restées sous les décombres. Hein. Je ne compte que les mortes, je ne compte pas celles qui sont blessées à vie, etc., etc., qui fait que on a pu proposer à l'Assemblée nationale, dans une musique de niche aussi, c'est-à-dire que ce sont les parlementaires qui l'ont proposé, on était 3 au départ, je vous l'ai rappelé, cette loi
qui dit simplement que les entreprises, et on va revenir, donc les donneurs d'ordre, doivent avoir une charte, un plan qui est appelé un plan de vigilance par rapport à leurs filiales, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Il faut bien prendre l'entièreté du sujet. Alors, je vous passe le détail. Grosso modo, qu'est-ce qui est sorti au bout de... On l'a proposé dès 2013. Voilà. Elle a pris de l'ampleur juste après le Rana Plaza et elle a été votée, ça a été rappelé, le 17 mars 2017. C'est la dernière loi qui est passée du mandat, qui était le mandat de l'époque. Vous dire qu'il a fallu un certain temps pour le faire. Qu'est-ce qu'elle dit en gros, cette loi? Elle dit que les donneurs d'ordre, et pour le moment, la loi française ne vise que les multinationales, les grandes multinationales. Ça aurait été que de nous, elle aurait été plus efficace. Mais c'est une négociation, c'est-à-dire les entreprises qui, en France, ont 5000 emplois directs, ou si ce sont des multinationales étrangères, H&M ou Zara, 10 000 emplois directs. Or, dans la plupart des cas du textile, ils n'ont pas 5 000 emplois directs ou 10 000 emplois directs. Cette loi, elle dit qu'il faut qu'il y ait un plan de vigilance fait par les donneurs d'ordre qui aille tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire jusqu'au dernier sous-traitant. C'est la fameuse cartographie dont il a été parlé, et c'est là-dessus qu'il rechigne le plus, comme par hasard. Et cette loi, elle permet aussi de dire qu'en cas de non-travail, non-respect de la loi, puisque maintenant elle a quelques années, pas beaucoup, mais elle en a quelques-unes, les victimes peuvent se retourner, et peuvent se retourner donc soit au tribunal de commerce, soit au tribunal civil. C'est un démarrage, ça permet de vérifier ce que font les entreprises ou ce qu'elles ne font pas ou pas bien. Une publication qui est faite par les ONG, en général, c'est surtout CCFD Terre Solitaire, Collectif Éthique sur l'étiquette et Amnesty International, et qui s'appelle le radar du devoir de vigilance, et qui reprend, donc ça vous pouvez aller regarder sur internet, et qui reprend justement où en sont chacune des multinationales concernées, puisque ça concerne plusieurs secteurs. Ça concerne bien sûr le textile, c'est là-dessus que nous intervenons, mais ça concerne aussi les mines, ça concerne aussi les banques, ça concerne aussi l'agroalimentaire. C'est une loi, normalement elle doit appliquer. Mais je ne sais pas pourquoi, en France, normalement, qui fait appliquer la loi, il paraît que c'est l'État. Donc il devrait y avoir des fonctionnaires d'État en France qui suivent ce que font les multinationales françaises concernées sur leur plan de vigilance. Eh bien, il n'y a pas de fonctionnaires qui suivent, c'est-à-dire que l'État lui-même, pour le moment, ne fait pas appliquer une loi qu'il doit faire appliquer. Eh bien, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce sont effectivement les syndicats et les ONG qui travaillent tous ensemble au sein du collectif éthique sur l'étiquette, ou plus largement au sein du Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises, qui font le boulot. Et ça suffit, ça a été dit tout à l'heure, comme c'est public, comme on les interpelle, ça les dérange, et ça suffit pour qu'ils s'améliorent un peu. Ça nous a permis aussi, nous, collectifs éthiques sur l'étiquette, de porter plainte avec l'association Sherpa, vous savez qui sont les juristes en fait qui portent plainte pour les victimes, de porter plainte contre un certain nombre d'entreprises, de donneurs d'ordre, qui exploitent, en toute connaissance de cause, le travail forcé des Ouïghours et le génocide qui est en cours. Et là, pour le coup, vous pouvez aller voir sur le site du collectif, vous allez voir que les entreprises, les multinationales sont multiples. Il y a Zara, mais il y a aussi, je les ai cités tout à l'heure, il y a Nike, il y a Uniqlo, il y a Sandro dans les moyens de gamme, il y a du haut de gamme, hein, il y a Castelbajac, etc., etc. Et ce qu'a retenu le juge, c'est recel de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire quelque chose de très grave, de très sérieux. Alors après, c'est le juge civil, mais ce qui nous donne de l'espoir de l'autre côté, cette loi sur le devoir de vigilance, qui doit s'appliquer, donc droit dur, a été la première, la française. Il y en a d'autres, il y en a maintenant une en Allemagne, une aux Pays-Bas,
le Canada essaie d'en préparer une. Hein, j'ai eu des contacts avec eux là-dessus. Ils commencent par le travail des enfants, ils veulent passer leur vigilance. Et la proposition de directive de l'Union européenne est sortie il y a quelques jours, le 21 février. Il y a une mobilisation et une motivation à la fois des syndicats et des ONG. Par exemple, les ONG du textile sont regroupées dans ce qu'on appelle la clean clause, et qui est au niveau européen. Et là, si la directive européenne sort, et je peux vous assurer là aussi que les donneurs d'ordre, ils sont à l'œuvre dans l'autre sens pour qu'elle sorte la plus faible possible. Ils savent qu'ils ne peuvent plus l'empêcher, mais ils vont essayer de la détruire au maximum. Il n'empêche que c'est un premier pas, et ce premier pas, il faudra toujours s'en servir, et plus les syndicats et les ONG feront poids là-dessus, plus, comme pour la loi française, ça risque de fonctionner. Au niveau de l'ONU, c'était plutôt les États d'Amérique latine qui avaient été ceux qui proposaient au départ, et que ceux qui freinaient le plus, ce n'était pas les États-Unis, c'était l'Europe en général et la France en particulier, alors même qu'elle était en train de voter le devoir de vigilance. Mais bon, pourquoi la France faisait verrou là-dessus? Parce que tant que ça ne reste qu'en France, on peut renvoyer tout de suite par rapport à la loi, ah non mais il n'y a que la France, on va perdre de la concurrence, enfin, vous connaissez bien, même si il y a des exemples qui montrent que au niveau éthique, la référence éthique, y compris dans le commerce mondial, aujourd'hui c'est aussi une référence positive, et donc ça peut aussi au contraire être quelque chose qui aide certaines formes de commerce. J'ai deux petites filles qui chaque fois qu'elles me voient disent « Ah, qu'est-ce que tu vas nous interdire encore comme marque, etc. » Je dis écoutez, je me mets comme vous, puisque moi je m'habillais chez Sandro, là j'arrête parce qu'avec les Ouïghours c'est pas possible, bon, ça les a beaucoup rassurés. Et puis ils me disent tel, mais il n'y a pas de problème parce que nous on fait maintenant, on achète pratiquement plus de neuf, on achète du seconde main. Et je dis ah mais pas Vinted, hein. Elles me disent non parce qu'on s'est méfié, on se doutait bien que Vinted ne serait pas d'accord. Pourquoi? Parce que Vinted, qui fait énormément de communication sur les réseaux sociaux, hein, c'est très très présent, que les jeunes utilisent, et c'est en direction des jeunes, hein, je ne sais pas si vous avez vu les pubs de Vinted, c'est vraiment en direction des jeunes, ça les pousse à consommer à toute vitesse du seconde main. Donc à continuer à consommer, en ayant l'impression d'y gagner 3 francs 6 sous, comme ils n'ont pas des gros budgets, ça les arrange, et puis, mais à ne pas réfléchir à l'acte de consommation, à continuer à consommer. Il faut vraiment avoir en tête sur la logique de l'éthique, parce que si on n'est que sur l'équitable, on va dire c'est très bien du deuxième main, ou du troisième main, etc. Bah non, ça dépend comment c'est fait. Parce que éthique sur l'étiquette, comme son nom l'indique, collectif c'est fait au départ pour justement qu'il y ait plus de transparence et qu'on sache un petit peu ce qu'on achète. Il y a une structure dans laquelle sont représentés les ONG, mais aussi sont représentés les patronats, grands et petits, les syndicats, et même les chercheurs, qui s'appelle la plateforme pour la responsabilité sociale des entreprises, la plateforme RSE. Donc nous y siégeons, on est 3 représentants des ONG, nous sommes un des 3 représentants. Eh bien, ça se discute beaucoup, et c'était la proposition, parce qu'il y a la présidence française de l'Union européenne, donc qu'est-ce qu'on pouvait proposer au niveau de l'Europe. Et la proposition qui est faite dans une loi qui est enfin une directive donc, qui est en révision, qui s'appelle le reporting extra-financier, donc ce que les entreprises devraient faire ou montrer en plus de ce qu'elles font déjà, ce serait de dire qu'il faut rajouter les critères sociaux. Les critères environnementaux, il y en a qui commencent à arriver, les critères sociaux. Ah, ils ont trouvé un truc formidable, ils ont dit on va mettre, vous savez, des étiquettes, comme pour les frigos, vert, quand c'est bien, mais alors, qu'est-ce qu'on mettra derrière? Ah ben non, on met vert, c'est bien suffisant. Je ne sais pas si vous voyez le travail qu'il reste à faire. Ils se sont étonnés que les ONG, on s'oppose immédiatement à ça, à cet étiquetage pourtant facile, visible, qui fait que si vraiment ce n'est pas très social, ça serait rouge, et si c'était très social, ça serait vert. On peut mettre des critères sociaux, on peut mettre que représente simplement, nous on a proposé, parce que c'est une de nos campagnes, et puis on met sur chaque produit ce que représente le salaire. Hein?
J'ai dit le t-shirt tout à l'heure, t-shirt qui est fabriqué au Bangladesh, c'est moins d'1%, c'est moins d'1 euro. Ça suffit, hein. Moi je pense que le consommateur il comprendra tout de suite très vite. Hein. Max Havelaar, puisqu'on vient de parler du commerce équitable, hein, donc, qui est un des référents, veut faire son propre étiquetage, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on est en train de partir vers un vrai risque, qui est le risque de privatisation que vous soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque structure, entreprise, fasse son propre label et que ce soit celui-là qui soit affiché. Et ça, c'est en train de... Il y a plein de donneurs d'ordre qui partent dans ce sens-là, mais même le commerce équitable, Max Havelaar, ils nous ont demandé notre point de vue, ils voulaient même qu'on adhère. Leur vision, et même si elle est incomplète, sera plus intéressante que ce qu'il y a à l'heure actuelle sur les étiquettes, c'est-à-dire rien. On vous donne juste le billet de provenance à l'heure actuelle. Et encore, des fois, il faut chercher longtemps. Derrière, il y a le lobby des patronats, des entreprises, qui fait barrage pour tout. Pour la directive, la loi sur le devoir de vigilance, la proposition de directive, le projet de traité, ce sont des combats. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des choses qui se négocient comme ça assez facilement. Pas du tout. C'est extrêmement dur.